た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Vous l'aurez compris, la période Meiji fut un tournant et une époque clé de l'histoire du Japon. Elle eut ses heures sombres, ses révoltes, ses massacres et ses trahisons, mais aussi ses héros et de ces figures qui aujourd'hui encore forcent l'admiration et le respect, qu'ils aient été dans le camp loyaliste ou dans celui des insurgés. Leurs statues peuplent les parcs de Tokyo et des grandes villes japonaises et nous rappellent, entre deux rêveries à l'ombre des érables, que ce sont ces grands hommes qui ont forgé l'histoire et permis au pays d'être ce qu'il est aujourd'hui. Au fil de ces flâneries urbaines, vous pourrez croiser entre autres la figure de Saigo Takamori, statufié après qu'il ait été réhabilité par le grand empereur Meiji lui-même, et ce malgré la révolte qu'il mena, et dont je vous ai déjà parlé, pour sa bravoure, son amour pour sa terre et son strict respect du vieux code d'honneur. Si vous vous promenez dans les parcs de Kagoshima, ce que je ne peux que vous recommander, vous y croiserez sans doute la statue d'un homme à la moustache triomphante et aux bras tendus vers l'avenir, Okubo Toshimichi. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il fut l'une des grandes figures de cette époque de changement et de progrès, héros à la vie fascinante et au destin tragique. Promis un avenir guerrier et sûrement réfractaire à ces grands bouleversements, ami des grands noms de la révolte des derniers samouraïs dont Saigo Takamori, et samouraï lui-même, il deviendra l'un des principaux acteurs de ces grandes réformes et un ennemi farouche du système féodal que d'autres voulaient voir perdurer. Souvent oublié dans les récits qui traitent de cette période, injustement qualifié de traître par les derniers défenseurs de l'Ancien Régime, laissez-moi vous raconter l'histoire de Okubo Toshimichi, celle d'une époque fascinante, d'un homme à la destinée incroyable, mais à la fin brutale. Okubo Toshimichi est né le 26 septembre 1830 à Kagoshima, dans la province de Satsuma sur l'île de Kyushu, de parents domestiques et au service du daimyo Shimizu Nariakira. Pour rappel, les daimyo étaient les seigneurs administrateurs des provinces japonaises durant le shogunat qui, de 1336 jusqu'à la restauration de l'Empire en 1868, étaient chargés de veiller au respect des traditions, suivant le code Bushido, collecter les impôts pour le shogun et le pouvoir central de Edo, mais aussi surveiller les populations pour que le christianisme ne s'installe pas et, le cas échéant, éliminer les missionnaires et les autochtones tentés par cette religion. Toshimichi était l'aîné d'une fratrie de 5 qui grandirent dans les dépendances du château de Satsuma, fief des Shimizu et haut lieu de pouvoir durant l'ère Edo. De basse extraction donc, il attirera cependant l'attention des aristocrates qui fréquentaient le domaine dont le seigneur lui-même par son intelligence et sa répartie naturelle et sera autorisé à fréquenter l'école d'ordinaire réservée aux enfants de notables. Son père, Okubo Diemon, serviteur zélé et apprécié de son daimyo, plaidera la cause de son fils surdoué et réussira même à le faire entrer dans une des classes d'élite au milieu des futurs seigneurs de guerre, qui ne se doutaient pas encore que leur caste allait disparaître avec leur père. Parmi ses élèves, le petit Toshimichi se fera vite un ami âgé de 3 ans de plus que lui, mais avec qui il partageait presque tout. Le jeune Saigo Takamori, lui aussi enfant de la classe moyenne, mais promu par la méritocratie féodale. Son père, fidèle serviteur du seigneur Shimizu, avait gagné sa confiance et son respect, et comme il le fit pour le père Okubo, il scolarisa son fils dans sa meilleure école. Les deux jeunes garçons y apprirent les bases de l'enseignement scolaire, mais aussi les arts de la guerre et les règles d'honneur, indissociables dans une éducation classique, surtout pour ceux qui, comme eux, se destinaient à devenir samouraïs et à servir leur pays. Mais contrairement à beaucoup d'autres écoles à travers le pays, celle-là avait une petite particularité qui fera une réelle différence et modèlera le destin de ses élèves. Depuis sa prime jeunesse, le daimyo Shimizu Nariakira avait un grand intérêt pour les choses venues d'Occident. Il s'intéressait aux sciences et à la médecine, à la littérature européenne, russe et américaine, et se passionnait pour la technique, la photographie et bien d'autres choses encore, tranchant en cela avec ses contemporains au pouvoir qui, pour la plupart, voyaient en toute chose venue d'au-delà des mers un danger pour la civilisation et les traditions.
Alors, de cet amour pour le progrès et les choses d'ailleurs, il décida de faire enseigner quelques-unes de ces matières dans les écoles de sa province et ouvrit même ses terres à quelques invités venus de l'étranger. De ces cours et cet enseignement ouvert, le jeune Ōkubo en tirera une grande curiosité et un vif intérêt pour le monde et les gens, mais aussi un désir ardent de servir les siens et de leur apprendre la beauté des choses. Mais cette ouverture évidente qu'il ne partageait pas tout à fait avec son ami Saego n'en faisait pas moins qu'il était aussi passionné par la tactique militaire, le maniement des armes, le combat à main nue et l'observation stricte et sans condition du Bushido qu'il comptait bien suivre et défendre sa vie durant. Comme son maître, il ne laissera jamais son intérêt réel pour les choses d'ailleurs prendre le pas sur ce nationalisme exacerbé qui habitait alors les serviteurs de l'Empire et du shogun. Dès la fin de ses études secondaires, Ōkubo montrera un don certain pour la chose politique et se distinguera à de multiples reprises par des positions et des avis éclairés sur l'administration de la province, ce qui lui vaudra de rentrer dans les petits papiers du daimyo qui le prendra sous son aile et le fera entrer dans une école d'administration tout en continuant à lui demander conseil. À 28 ans, il sera nommé superviseur et administrateur fiscal de la province de Satsuma et y fera ses armes politiques, tentant, souvent avec succès, de concilier la fermeté nécessaire au bon fonctionnement de l'administration et une certaine souplesse qui prenait en compte les particularités des populations et les revendications de certains. C'est pendant cette période qu'il deviendra beaucoup plus sensible, puis perméable, aux idées loyalistes qui grondaient un peu partout dans le pays. Ce courant, de plus en plus hostile au shogunat des Tokugawa, travaillait discrètement à la restauration impériale et à la centralisation des pouvoirs, à l'image des monarchies occidentales modernes. Avant d'aller plus avant dans cette période de sa vie, un petit point sur la dynastie Tokugawa s'impose pour mieux comprendre les enjeux de ses aspirations politiques. Au XVe et XVIe siècle, le Japon fut déchiré par des guerres internes extrêmement violentes entre seigneurs locaux que l'on nomme l'ère Sengoku et qui fit connaître au pays un siècle de batailles fratricides ininterrompues. L'autorité centrale de Kyoto, réduite à sa portion congrue, n'avait plus aucun pouvoir et les armées des différentes provinces dont le daimyo aspirait au pouvoir suprême mettaient le pays à feu et à sang. Cette période de chaos, placée sous le shogunat des Ashikaga, se termina en 1573 avec la destitution de leur dernier représentant et une période de transition entamée par le daimyo Oda Nobunaga, grand vainqueur de ces guerres de conquête et désireux d'unifier le pays sous un commandement unique. L'amorce de gouvernement central qu'il installa dans la région de Tokai, entre Shizuoka, Mie et Aichi, s'étendit petit à petit et fut consolidée par Toyotomi Hideyoshi jusqu'à la mort de ce dernier, puis finalisée par l'impitoyable Tokugawa Ieyasu. Ce dernier qui avait fini de soumettre tous les clans et les chefs de guerre à force de batailles, dont celle décisive de Sekigahara en 1600, d'intrigues politiques, d'assassinats, d'alliances et de mariages stratégiques, avait fini par installer son quartier général dans un petit village du nom de Edo, dont il fera sa capitale une fois nommé shogun en 1603. C'est lui qui instaura un nouveau régime politique basé sur le principe d'une dictature militaire féodale soumise au code de la chevalerie et à la nouvelle classification déjà établie par son prédécesseur, Toyotomi Hideyoshi. Les samouraïs devenaient donc la classe dominante et imposaient leurs lois aux castes civiles soumises, ménageant tout de même le pouvoir impérial mais en le reléguant au second plan, lui laissant juste une fonction symbolique de représentation religieuse et d'apparat dans son domaine de Kyoto. Il mit en place une politique isolationniste interdisant l'entrée des étrangers sur le territoire et chassant ceux qui étaient déjà présents et installa son pouvoir durablement. Ce régime durera 264 ans et verra se succéder 15 shoguns de la dynastie Tokugawa jusqu'en 1867. Mais revenons à notre jeune administrateur de taxes. Au plus près de ceux qu'il administrait et conscient des limites du shogunat et de son essoufflement, il rejoint un groupe de réflexion qui produisit une véritable pensée politique alternative. Axé autour du concept du Kobugattai, c'est-à-dire un régime basé sur une fusion de la famille impériale et du shogunat pour aboutir à un régime plus équilibré et légitime auprès du peuple et des élites des deux bords, il rejoindra les rangs des réformistes après la mort de son daimyo. Comme beaucoup de ceux de la classe dominante des samouraïs, dont son ami Saego Takamori, il souhaitait la fin du régime tel qu'il était et la destitution des Tokugawa, devenus très impopulaires même dans leur caste. Mais conscient des risques de guerre civile et d'instabilité politique que pourrait représenter une rupture trop brutale, il se faisait le chantre de la transition douce et du concordat.
Insufflant petit à petit l'idée d'un retour à l'Empire auprès de ses amis du domaine de Satsuma, il expliquait aussi la nécessité de conserver certains aspects du système féodal des shoguns à ses amis loyalistes qui ont souhaité la fin immédiate. Ce fut l'an 1863 qui changea radicalement sa façon de voir les choses et forgea son destin. Cette année-là, un incident d'apparence anodin allait tout accélérer et décider du sort de tout un peuple. Cet événement, appelé l'incident de Namamogi, s'est déroulé le 14 septembre 1862, mais connaîtra son épilogue dramatique quelques mois plus tard. Ce jour-là, 4 marchands britanniques, Charles Lennox Richardson, Winthrop Charles Clark, William Marshall et sa sœur Margaret Watson, chevauchaient entre les villes de Yokohama et de Kawasaki pour se rendre à un rendez-vous d'affaires. Ce faisant, ils croisèrent le père du daimyo Shimazu escorté de sa garde personnelle et une délégation officielle, soit un groupe d'une 50aine de personnes, bannière au vent. Le petit quatuor anglais les croisa, puis ne comprenant pas la langue, traversa le cortège pour se frayer un chemin malgré les cris énervés d'un homme d'armes du seigneur de guerre. Ignorant tout des codes en vigueur dans le shogunat, dont celui qui punit de mort celui qui ne descend pas de cheval et ne s'incline pas au passage d'un daimyo, les gardes passèrent par les armes Richardson qui était en tête du petit groupe et qui périra de 10 coups de sabre mortels et d'autant de coups de lance, blessant grièvement Clark et Marshall pour leur faire mettre un genou à terre, mais épargnant Margaret leur code interdisant de toucher à une femme. Cet incident sèmera la panique chez les ressortissants britanniques présents au Japon et la reine demandera réparation au gouvernement japonais ainsi que les excuses publiques du daimyo de Satsuma et la mise à mort des auteurs de ce meurtre. Ce dernier refusera catégoriquement et entraînera des représailles de la part des forces britanniques en poste au Japon. Ce fut le début de ce que l'on a appelé la guerre anglo-Satsuma et qui durera 3 jours opposant les navires de Sa Majesté au large de Kagoshima aux troupes de Shimazu et fera 5 victimes côté japonais et 11 côté anglais. Ōkubo fut parmi les membres influents des conseils locaux à chercher un compromis, intervenant auprès du daimyo pour le modérer, et comprit que ses rêves d'un état de conciliation allaient être plus compliqués que ce qu'il avait prévu. Il vit ses rêves s'écrouler après le coup d'État de Kyoto en septembre et comprit que les grandes figures de la féodalité n'étaient pas prêtes à abandonner le pouvoir et l'amour de la guerre. En 1864, il prit son bâton de pèlerin et parcourut le pays pour rencontrer les daimyos les plus influents et ceux qui ne savaient plus à qui prêter allégeance, attendant de voir quel seigneur de guerre prendrait l'ascendant. Il écrivit à ce propos que la majorité d'entre eux ne parlaient que guerre et conquête, invasion de Formose et de la Corée, vengeance et élimination. Au bout de quelques mois de cette improbable tournée, il dut se rendre à l'évidence, il n'y avait pas d'union possible dans ces conditions et surtout sans figure forte et unificatrice. Alors, en 1886, avec son ami Saego Takamori, il décida d'aller rendre visite à une figure du loyalisme, chantre de la Restauration et lui-même fils de grand samouraï Kido Takayoshi. L'homme travaillait comme délégué de liaison entre le pouvoir central des shoguns à Edo et la capitale impériale de Kyoto et, mieux que quiconque, connaissait les enjeux de ces troubles qui déchiraient le pays depuis des années. Le 20 août 1864, il avait été aux premières loges lorsque l'alliance loyaliste menée par les forces de Chōshū, une province favorable à la restauration par la force, avait tenté d'enlever l'empereur Kōmei dans son palais lors de ce que l'on avait appelé à l'époque l'incident de Kinnon. Malheureusement, cette action presque désespérée s'était soldée par un drame épouvantable et la mort de 400 loyalistes lorsque les troupes de Satsuma, qui défendaient le palais impérial pour être sûr que le souverain reste bien à sa place de leader fantoche, s'étaient interposées. Ce jour-là, 28 000 maisons de Kyoto partirent en fumée et un grand nombre de civils, jamais comptabilisés, furent tués. Décrédibilisé par cette action catastrophique qu'il n'avait pas choisie ni approuvée, Kido cherchait des alliés solides pour envisager un retour de l'Empire sans qu'il n'y ait besoin de verser le sang, du moins pas trop. Et justement, Ōkubo était de ceux-là et son ami Saego, aussi étrange que cela puisse paraître lorsque l'on connaît son destin, l'était aussi. Alors les 3 hommes et les principaux responsables des domaines de Satsuma et Chōshū se réunirent sous l'égide de Sakamoto Ryoma, l'autre figure emblématique de la restauration Meiji, et de sa charte politique fraîchement écrite avec ses compagnons. Tous réunis dans son domaine de Tosa sur l'île de Shikoku, ils jetèrent les bases de ce qui deviendrait l'alliance Sacho, force politique qui aboutirait à la fin du shogunat. De son côté, le shogun Tokugawa Yoshinobu, grâce à ses espions et quelques retournements de veste, avait pris connaissance de cette nouvelle alliance et du péril qu'elle représentait pour son pouvoir.
Conscient de l'inévitable conflit qui en découlerait certainement et voyant que le camp impérial s'entourait d'instructeurs militaires britanniques et du matériel qui allait avec, il demanda à son ami Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, empereur des Français, de lui envoyer des officiers et des formateurs ainsi que des armes modernes pour préparer sa défense. Devant cette course à l'armement et à la modernisation, Ōkubo encouragea les clans unis par ses soins et ceux de ses amis à accélérer les choses et à préparer la prise de Kyoto avant que Tokugawa et ses alliés ne soient trop puissants. Malgré leurs divergences quant au système politique à mettre en place, les loyalistes étaient tous d'accord sur le fait qu'il faille renverser le shogun au plus vite et mettre un terme à ce régime. C'est le 3 janvier 1868 que la coalition passera à l'action et prendra finalement le palais impérial de Kyoto pour mettre le jeune empereur Meiji sur le trône et proclamer la restauration de l'empire. Refusant au shogun d'effet la présidence du nouveau gouvernement, ce furent Ōkubo, Kido et Saigo qui furent chargés de réorganiser l'État et de réformer les institutions. Habitué à travailler auprès des collecteurs d'impôts et gérer la bourse de son ancienne province, il sera nommé ministre des Finances et mettra vite en place une vaste réforme des contributions, instaurant notamment une taxe foncière dont tous, y compris les daimyo, devraient s'acquitter. Il va sans dire que ces derniers, habitués à administrer le pays en coupe réglée et à prélever l'impôt plutôt que de le payer, ne virent pas ce changement d'un très bon œil et petit à petit, Ōkubo reçut les doléances de ces derniers, puis entendit dire par ses informateurs qu'un vent de révolte commençait à souffler chez les anciens maîtres du pays. Très vite lui vint l'idée de faire siéger les daimyo dans ce qui pourrait s'apparenter à un parlement et ainsi ne pas les démettre complètement de leur pouvoir et même en faire des artisans des réformes. Mais un nouveau problème se posa quand fut abordée la question de qui devait présider cette noble assemblée. Bien sûr, les fidèles du shogun demandèrent à ce que ce soit Tokugawa, désormais en résidence surveillée à Osaka, mais Ōkubo, Kido, Saigo et les puissants clans loyalistes de Satsuma et Chōshū s'y opposèrent fermement et firent poster des troupes armées à Kyoto pour éviter tout débordement ou tentative fantaisiste des séditieux. Le ralliement des clans Aizu, Jōzai et Nagaoka au shogun déchu et leur tentative de reprise du pouvoir entraîna ce que l'on a appelé la guerre de Boshin et vit s'opposer les troupes du shogunat agonisantes à celles du jeune empereur. La guerre civile durera 1 an, voyant le triumvirat Ōkubo, Kido et Saigo s'illustrer au service de l'empire par leur génie tactique, leur habileté politique, voire leur bravoure au combat. Au terme d'1 an de combats fratricides, la majeure partie des troupes de Tokugawa fut défaite, voyant une victoire écrasante des forces loyalistes. L'ancien shogun arrêté et emprisonné et ses plus fidèles vassaux et alliés firent allégeance au jeune monarque. Tous sauf un qui s'avérait être un des plus vigoureux ennemis de Ōkubo, et ce depuis des années. Cet homme, c'était l'amiral Enomoto Takeaki, commandant de la flotte shogunale et dernier défenseur de l'ancien régime. Fort de 8 navires et de 2000 hommes, il prit la route pour l'île de Hokkaido avec son second et fidèle ami, le général Jules Brunet, et une 50aine de soldats français pour organiser la résistance et préparer une contre-offensive. Bien décidé à écraser cette dernière rébellion, Ōkubo sentit le potentiel qu'il y avait à tirer de cette retraite nordique et entama des pourparlers avec l'amiral. Celui-ci s'était entouré de nouveaux conseillers militaires et politiques français et proposa au gouvernement impérial de leur céder l'île pour y créer une république indépendante. Y voyant une opportunité de désarmer cette petite troupe par des moyens pacifiques, ce fut Ōkubo qui proposa d'entamer des négociations, mais les conditions devinrent vite inacceptables lorsque Enomoto demanda la libération du shogun déchu pour le nommer président de la République d'Ezo, nom qu'il souhaitait donner à leur territoire indépendant. Devant ce refus catégorique et la menace de représailles militaires, l'amiral reprit le chemin de Hokkaido et le 25 décembre 1868 proclama la naissance de la République d'Ezo avant d'en être élu président quelques semaines plus tard. Cette seule et unique tentative républicaine de l'histoire japonaise durera 6 mois. Le 27 juin 1869, sur ordre de Ōkubo et de Kido, la marine impériale qui s'était regroupée massivement dans le nord, navires de guerre, transports de troupes et canonniers, débarqua sur l'île tout en pilonnant les positions républicaines. Retranché dans sa forteresse de Goryakaku, avec la poignée d'hommes qui lui restait, le président Enomoto capitulera et se rendra le 30 juin. Ceci mettrait fin à la guerre de Boshin. La nation relativement unie et pacifiée, il fallait maintenant que Ōkubo Toshimichi, homme d'État nationaliste certes, mais aussi ouvert sur le monde et le progrès, se préoccupe de la position de l'Empire du Japon sur la planète.
Son premier geste en tant que membre de ce nouveau gouvernement d'union fut de dénoncer les traités iniques imposés au Japon par les grandes nations suite au débarquement brutal du commodore Matthew C. Perry et de ses navires noirs intimant l'ordre au Japon des shoguns de s'ouvrir sur le monde, et plus particulièrement sur le commerce en provenance des États-Unis. Mais il voulait aussi, je le cite, rassembler la sagesse du monde entier pour que cette nouvelle ère de progrès qui s'ouvrait soit la plus universelle possible. Pour ce faire, il proposa à l'empereur et au gouvernement de créer une délégation consulaire qui partirait pour un long voyage vers tous les pays qui comptaient alors, et ce fut la création de la mission Iwakura, du nom du prince Iwakura Tomomi, et qui en prit la tête. Cette nouvelle aventure fut une des plus palpitantes de la vie de Ōkubo qui, à 41 ans, embarquait pour un tour du monde. La mission partit de Yokohama le 23 décembre 1871 pour San Francisco, puis traversa les USA en train en direction de Washington où il rencontrera le président Ulysse Grant. Puis la délégation reprendra le bateau pour l'Europe où il rencontrera la reine Victoria à Londres, puis le président Adolphe Thiers à Paris, le roi Léopold II à Bruxelles, Guillaume III de Hollande passera du temps avec le tsar Alexandre II à Moscou et Saint-Pétersbourg, puis il rencontrera l'empereur d'Allemagne Guillaume Ier et le chancelier Bismarck avant de poursuivre son périple vers le Danemark où il s'entretiendra avec le roi Christian IX, puis avec le roi Oscar II de Suède, l'empereur François-Joseph d'Autriche, visitera l'Italie et rencontrera le roi Victor Emmanuel II avant de finir son périple en Suisse où il rencontrera le président de la Confédération Paul Kérésol en 1873. Durant ce long voyage, ils engageront des scientifiques, des artistes et des intellectuels du monde entier pour venir enseigner leur discipline à un peuple japonais assoiffé de connaissances et de progrès. Ōkubo rentrera au Japon plein d'espoir et de rêves, encore bercé par cette parenthèse incroyable, mais devra vite remettre les pieds sur terre lorsqu'il arrivera à Edo, déjà devenu Tokyo sur décret du jeune empereur. En effet, depuis son départ, les choses n'étaient pas restées au beau fixe dans le jeune empire qui était déchiré par ce que l'on a appelé le débat de Seikanron et divisé ses anciens compagnons. Saigo Takamori, son vieil ami d'enfance devenu une figure importante du gouvernement mais resté samouraï dans l'âme et très proche de ses hommes et de ceux avec qui il avait combattu, faisait campagne depuis quelque temps pour une invasion militaire de la Corée, qui certes élargirait le territoire de l'Empire, mais surtout fournirait une activité physique bénéfique à tous ces combattants qui commençaient à s'ennuyer en période de paix et pourraient bien se mettre en tête de se rebeller. Il invoquait comme casus belli le mauvais accueil qu'avait reçu la délégation japonaise venue proposer des accords commerciaux et accueillie comme un chien dans un jeu de quilles. Toujours attaché au vieux code d'honneur, Saigo trouvait dans cette humiliation l'occasion rêvée d'aller massacrer un peu outre-mer. Mais cette proposition ne faisait pas l'unanimité à l'Assemblée et dans les rangs des ministres, et Saigo attendait avec impatience le retour de son vieil ami Ōkubo qui ne manquerait pas, selon lui, de le soutenir dans cette initiative. Mais voilà, de retour de son long voyage et au fait des réalités de ce monde, des alliances et surtout de la puissance de feu occidentale qu'il avait pu admirer de près, ce dernier exprima toutes ses réserves à son ami de Satsuma et lui conseilla de passer à autre chose. Il proposa de soumettre la question à un vote informel des ministres, du chef de gouvernement et de l'empereur, mais tous ou presque refusèrent de se prêter à ce jeu, et une déclaration au Parlement enterra définitivement cette discussion, invoquant des raisons budgétaires et diplomatiques. Ivre de colère, Saigo Takamori démissionna de ses fonctions, se fâcha de façon irrévocable avec son ami d'enfance, et repartit avec ses hommes dans son fief de Satsuma. Eto Shinpei, un ancien samouraï lui aussi devenu ministre sous le premier gouvernement Meiji et favorable à l'invasion de la Corée, claqua la porte du gouvernement et rentra dans son domaine de Saga avec les troupes qu'il avait mises au service du pouvoir de Tokyo. Effectuant un rapprochement avec Saigo, il monta un parti politique anti-Meiji qu'il nomma Aikoku Koto et qui s'inscrivait dans un mouvement général qui prenait racine en Asie, celui des partis sociaux pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Eto, pourtant défenseur du système féodal et des guerres de conquête, pensait que le centralisme impérial allait effacer les différences culturelles entre les différentes provinces. Ōkubo, lui convaincu du contraire et fasciné par les grands empires européens et dans une certaine mesure par les États-Unis, rêvait d'un peuple japonais uni sous une même bannière et un même chef. Eto exigeait du gouvernement qu'une assemblée nationale représentative remplace le Parlement, de plus en plus centralisé, mais Ōkubo et les ministres lui opposèrent une fin de non-recevoir.
Le seigneur de Saga, mu sans doute par un réel désir d'émancipation des siens, mais surtout par un profond ressentiment envers Tokyo, décida alors, en 1874, de réunir ses troupes et de prendre les armes. Ces hommes attaquèrent l'agence locale de la Banque impériale et pillèrent l'argent qui s'y trouvait pour se constituer un trésor de guerre, puis, sans se démonter, lancèrent l'assaut contre un bâtiment du gouvernement, faisant un mauvais sort au préfet, symbole du pouvoir central. Cette provocation eut l'effet que Eto escomptait et mit Ōkubo hors de lui. Certain qu'il était l'homme de la situation pour mater cette insurrection, l'empereur nomma Ōkubo ministre de l'Intérieur et lui alloua tout budget pour étouffer la révolte dans l'œuf. Très inquiet que cette rébellion puisse susciter des vocations chez les anciens défenseurs du shogunat, il rassembla 5000 hommes armés, militaires et policiers, lourdement armés de matériel occidental et marcha sur Saga. Les combats furent rudes et sanglants, mais les insurgés ne firent pas le poids et les hommes de Eto furent massacrés en quelques heures. Le séditieux et son état-major furent capturés et décapités après un procès express. Comme humiliation suprême et pour lancer un avertissement à ceux qui voudraient l'imiter, la tête coupée de Eto fut exposée sur la place centrale de Saga pendant des jours. Par ce geste fort et la détermination qu'il affirmait plus chaque jour dans ses discours et prises de position, Ōkubo montrait clairement qu'il s'était détaché de l'ancien monde définitivement et comptait parmi les plus fidèles de l'Empire et de son jeune monarque. L'année qui suivit fut une période de consolidation des nouvelles institutions et notre homme fit tout pour en être un acteur essentiel. Dans son esprit, il fallait absolument tirer un trait définitif avec ce monde d'avant et renouer avec l'ancienne oligarchie impériale de sang qu'il voulait revoir occuper les postes clés de l'État et des chambres représentatives. Avec ses amis Ito Hirobumi, Inoue Kaoru, Itagaki Taisuke et Kido Takayoshi qu'il souhaitait voir revenir au gouvernement, ils rédigèrent un texte constitutionnel visant à créer une assemblée représentative, un sénat et une cour suprême dont les postes clés seraient tenus par des loyalistes convaincus membres de la vieille aristocratie. Ils discutèrent de tout cela avec d'autres membres influents des élites politiques de l'époque dont ce que l'on a appelé la conférence d'Osaka. Itagaki, qui avait démissionné quelque temps auparavant, car très progressiste et désireux de voir instituer une démocratie représentative et l'accès au suffrage universel, et Kido, démissionnaire lui aussi après l'expédition punitive de Taïwan à laquelle il s'opposait et durant laquelle l'armée japonaise exécuta une trentaine d'autochtones. Tous deux réintégrèrent le gouvernement et le texte fut adopté. Selon les désirs de Ōkubo, il excluait de fait beaucoup des anciens daimyo qui n'avaient pas voulu se ranger complètement derrière le nouveau régime ou voulaient conserver un certain pouvoir de décision dans leur province, mais aussi supprimer le statut de samouraï des textes officiels et leur retirer tous leurs droits, y compris celui de porter leur sabre et de lever l'impôt. Son ex-ami et compagnon d'aventure Saego Takamori, définitivement revenu de son épisode impérial et retourné auprès de ses hommes sur son domaine de Satsuma, ne pouvait définitivement pas accepter une telle humiliation. Il avait déjà fait sécession un an plus tôt, affirmant une certaine autonomie de son domaine, dans lequel il avait réuni des milliers de samouraïs désireux de conserver leur mode de vie et ouvert des académies militaires qui attiraient chaque jour plus de monde. Au nom de leur amitié passée, Ōkubo gardait une certaine tolérance pour ces provocations, mais savait que quelque chose de dramatique pour la paix intérieure finirait par arriver. Alors pour être sûr que rien de trop important ne se tramait vers Kagoshima, ville portuaire et capitale de l'ancienne province, le ministre envoya une flotte militaire pour surveiller tout ce petit monde et placer symboliquement des troupes loyalistes sur ce territoire, histoire d'affirmer la souveraineté de l'empereur. À peine arrivés, les bateaux furent attaqués par les hommes de Saïgo, ce qui mena à la rébellion de Satsuma dont je vous ai déjà parlé dans le cadre de l'affaire du massacre du mont Kongo. Je ne vais donc pas m'appesantir dessus en détail. Quoi qu'il en soit, le ministre Ōkubo, ayant pris la tête de l'armée régulière qui écrasa les forces rebelles et poussa Saïgo au suicide, il était devenu un traître à sa propre caste pour tous les derniers défenseurs de l'ancien code et les admirateurs de Saïgo Takamori. Dans sa province natale de Satsuma, écrasé mais toujours fidèle aux anciens seigneurs de guerre, son nom devint synonyme d'infamie et de trahison. Mais à travers le monde où ses positions et ses actions étaient régulièrement chroniquées, il jouissait d'une très bonne réputation qui lui valut le nom de Bismarck japonais. Son allure très occidentale depuis qu'il arborait de beaux favoris et des costumes anglais sur mesure, son amour pour les langues étrangères, la science et les musiques venues d'Europe le poussaient à entreprendre des actions de plus en plus répressives envers ceux qui s'accrochaient à un Japon qu'il jugeait fini.
Parmi ces derniers tenants d'un Japon fermé et passéiste, il y avait un homme, Shimada Ichiro. Né en 1848 d'un père soldat qui ne put jamais être samouraï, il avait travaillé dur et consenti à tous les sacrifices pour accéder à ce statut, et il avait combattu toute sa vie en observant les codes à la lettre. Bien qu'originaire du domaine de Kaga, l'actuel Kanazawa, il avait souvent rejoint des troupes proches des seigneurs de Satsuma et avait combattu auprès des hommes de Choshu pour rétablir l'empire, sûr qu'il était que la restauration ferait retrouver au Japon sa grandeur et sa souveraineté. Ultranationaliste et xénophobe, Shimada souhaitait plus que tout l'expulsion des étrangers, qu'ils soient marchands, scientifiques ou diplomates, et rejetait toute forme de modernité venue d'Occident, médecine, vêtements ou véhicules. Fidèle aux traditions les plus anciennes, il avait toujours prêté allégeance au seigneur le plus à même de conserver son pays le plus intact possible et avait fait même confiance à Ōkubo un temps. Il connaissait son statut de samouraï et compagnon d'armes de Saigo et respectait ses ambitions de rétablir la grandeur japonaise passée. Mais ses renoncements progressifs, son ouverture au monde, son esprit progressiste et son allure de plus en plus occidentale lui posèrent problème et il préféra rejoindre le camp des rebelles et de ceux qui refusaient cette modernité imposée. Comme tous ceux qui choisissaient cette voie, il rejoindra Saigo Takamori sur son domaine de Satsuma avec ses 5 compagnons d'armes et amis, Tsurahide Cho, Sugimoto Otokiku, Wakita Takuichi, Sugimori Bunichi et Asai Toshihatsu. Là, il sera chargé de recruter des hommes pour grossir les rangs de l'armée rebelle et fera appel à tous les samouraïs de son domaine de Kaga qui refusaient le nouvel ordre, offrant 1 millier d'hommes aux forces de Saigo. Tous se sont battus avec courage et détermination, comme ce fut le cas pour beaucoup des soldats de Satsuma, mais ils essuyèrent l'amère défaite avec moins de fatalisme que les autres. Les 5 hommes, à la carrière militaire sans tâche, entretenaient maintenant pour Ōkubo Toshimichi une haine sans borne, le tenant pour responsable, bien sûr, de cette boucherie, mais surtout le considérant désormais comme le plus grand traître du pays. Cet ancien samouraï de Satsuma avait trahi les siens et rejoint les forces cosmopolites de l'empereur, alors en route vers la capitale. Ils le décidèrent ensemble, il devait mourir. Refusant de sacrifier quoi que ce soit à leurs convictions et leur code d'honneur, ils tueraient le ministre renégat et se rendraient à la police pour être exécutés comme des braves. Le 15 mai 1878, les 5 compagnons en kimono et sabre à la ceinture chevauchaient vers Tokyo. Le 14 mai, Ōkubo Toshimichi, ministre de l'Intérieur et donc 2e personnage de l'État, s'était levé à 5 heures du matin comme tous les jours de sa vie. Vers 6 heures, il reçut le préfet de Fukushima, son excellence Yamayoshi Morisuke, avec qui il s'entretint d'un plan d'aménagement du territoire et d'organisation de la police sur 30 ans, avant de prendre une collation et se préparer pour son entretien hebdomadaire avec le jeune empereur Meiji, qu'il devait rencontrer à 9 heures dans son palais provisoire d'Akasaka, afin de lui demander une rallonge de budget pour la création de la police métropolitaine. Ōkubo avait observé et étudié les polices des pays qu'il avait visités et voulait la même structure pour son pays, une sécurité publique en uniforme et présente dans tous les quartiers et les villages, une police criminelle en civil dans les grandes agglomérations et un département scientifique qui bénéficierait des meilleures avancées de la police occidentale, le tout équipé des meilleures armes à feu américaines et françaises du moment. Mais tout cela avait un coût exorbitant même. Malgré cela, Ōkubo était confiant et savait qu'il avait l'oreille du monarque qui, il faut bien le dire, n'avait jamais eu à se plaindre de ce fidèle serviteur de l'État. Vers 8 heures, il quitta son domicile de Kasumigaseki dans le quartier de Kojimachi à bord de sa calèche de 2 chevaux, conduite par son cocher Nakamura Taro et son valet Yoshimatsu. En route, il compulsait des dossiers qu'il emportait toujours avec lui pendant ses heures de transport pour ne pas perdre de temps. Alors qu'ils entraient dans le village de Kyoizaka, qui deviendrait un quartier de Tokyo, le véhicule s'arrêta soudainement et les chevaux tentèrent de se cabrer. Le ministre demanda à Yoshimatsu d'aller voir ce qui se passait quand tout à coup, le cocher se mit à crier et des hurlements que Ōkubo connaissait bien retentirent. Le jeune valet eut à peine le temps de descendre de la carriole qu'un violent coup de sabre lui perfora le bras. Blessé, il se mit à courir et appelait à l'aide. Nakamura, le cocher, comprenant ce qui se passait, se leva et sauta d'un bond devant les 6 assaillants qui semblaient sortir de nulle part et hurlaient de vieilles incantations guerrières en brandissant leurs sabres vers le ciel. L'un d'entre eux se planta sur le côté de l'attelage et trancha net le jarret de l'un des chevaux pour immobiliser la voiture. Il n'eut pas le temps de sortir le revolver qu'il avait en permanence dans son sac et fut taillé dans sa longueur par 2 terribles coups de lame qui lui ouvrirent la poitrine et le dos.
Tombé au sol, un troisième homme vint lui donner le coup de grâce en lui enfonçant son sabre dans le cœur. 2 des guerriers vengeurs bloquaient les portes du véhicule et Okubo, sans arme, ne put même pas essayer de s'échapper. Shimada l'attrapa par le col alors qu'il sortait la tête par la portière pour regarder ce qui se passait en détail et le tira hors de la calèche. Le ministre ne put dire qu'une dernière phrase passée à la postérité « Je trouve vos manières bien cavalières, monsieur », avant que Shimoda Eiichiro ne lui porte une puissante attaque avec son sabre qui lui entailla le cou jusqu'aux vertèbres. Okubo tomba à terre, à genoux, laissant choir sa sacoche pleine de papier. Dès lors, les 6 hommes le taillèrent en pièces avant de partir le plus calmement du monde, abandonnant leur sabre près de la victime mais ne lui faisant pas l'honneur de séparer sa tête de son corps. Hisoka Maejima, le premier passant qui arrivera sur les lieux et tentera de porter secours au ministre, décrira la scène de la façon suivante. Quand je suis arrivé, il baignait dans une mare de sang et était entouré de masses informes que j'ai pu identifier en m'approchant. C'était sa chair qui avait été découpée de ses os par les lames des tueurs. Son crâne était ouvert au-dessus du front et son cerveau était tombé au sol. Les armes des 6 assassins étaient tranchantes comme des rasoirs et maniées avec une telle technique que Okubo est certainement mort instantanément. Le chef de cabinet Ito Hirobumi, qui prendrait bientôt le poste du défunt et serait assassiné quelques années plus tard par un activiste coréen, sera le premier à apprendre la nouvelle et à en informer l'empereur. Shimada et ses complices se livrèrent à la police et remirent à l'officier présent une lettre adressée au gouvernement et dans laquelle ils exprimaient tout leur ressentiment pour le traître Okubo et les différents points qui les avaient conduits à décider de son exécution qu'ils jugeaient légitime et juste au vu de ses multiples trahisons envers les samouraïs et le code de l'honneur. De plus, les 6 insurgés avaient fait graver la lame de leur sabre de phrases vengeresses issues du code d'honneur et visant personnellement la victime, montrant là leur grande détermination et la préparation minutieuse de cet attentat. Lorsque le corps de Okubo fut amené au poste de police, on découvrit dans la poche de son veston une lettre que lui avait écrite son ami Saigo Takamori, et dans laquelle il lui exprimait tous ses regrets quant à ses choix politiques et l'obligation pour lui de rompre le contact, à son grand regret. Depuis tout ce temps, il gardait ce précieux message sur lui en souvenir de cette amitié sincère qui unit ces 2 hommes. L'homme d'État fut inhumé le 17 mai et eut droit à des obsèques nationales, les premières de l'histoire impériale du Japon, voulues par l'empereur lui-même et suivies par tout ce que Tokyo comptait de gens importants. Conformément aux souhaits de ses amis, sa sépulture se trouve à Tokyo, au cimetière d'Aoyama, et non à Kagoshima, où il craignait qu'elle ne soit dégradée par quelques fortes têtes qui lui en voudraient toujours, même par-delà la mort. Le procès des 6 assassins s'est ouvert en juin et ils furent traduits devant une cour martiale et non un tribunal de droit commun, car leur crime avait été requalifié en complot visant à déstabiliser l'État et assassinat politique et terrorisme. Ils furent donc traités comme des ennemis du pays et logiquement condamnés à mort 3 semaines plus tard. Ils seront décapités le 27 juillet. L'action politique de Okubo et la ferveur avec laquelle il accomplit sa mission d'union fit école parmi ses pairs et ouvrit grand les portes à cette période de paix, d'union et de progrès souhaitée par l'empereur Meiji depuis son ascension au trône du chrysanthème. Les nostalgiques du shogunat se firent discrets et ce en grande partie grâce au respect que beaucoup portaient au ministre et ex-samouraï Okubo. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le quartier de Kyoizaka, vous pourrez trouver une stèle en pierre gravée dressée à l'endroit exact où ce grand homme d'État, le premier dans son genre au Japon, a été assassiné. Si son histoire et sa personnalité vous disent quelque chose et que vous ne connaissez pas plus que ça l'histoire japonaise, c'est peut-être parce que le personnage de Homura dans le film Le Dernier Samouraï est directement, mais librement inspiré de lui. 144 ans après sa mort, Okubo Toshimichi est toujours honoré et sa tombe entretenue et régulièrement visitée, y compris par les politiques de ces dernières années, et ce n'est que justice pour celui qui a contribué à faire ce que le Japon moderne est devenu et a pu rester jusqu'à nos jours. Pour l'anecdote, depuis quelques années, les tombes des 6 assassins sont elles aussi honorées, parfois trouvant peut-être que le culte des anciens codes et du shogunat est peut-être en train de renaître de ses cendres. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour être mis au courant des sorties hebdomadaires. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou en faisant un tour sur la boutique satsujin.fr.
Vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des prints et autres goodies. La boutique Spreadshirt vous attend et vous rhabille avec classe et ce en toute saison et grâce à des modèles uniques. Retrouvez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y passe régulièrement et réponds à vos messages le plus possible. Voilà, je vous laisse. L'histoire cache encore bien des crimes. Matane. The summer backyard out down the back room where we died every night with a single smile. The summer sexy girl that we from where we cry until we fall on the tile. Make us better about the beam of bitter. Make us stronger about the rivers of our joyless life without any worry of our souls washed by the rain of our night. Thermal brothers played with rusting metal against the string with amnesic virtues. The sign of fiercest stream of our love, of our acrid secretion or written on. Make us better about the little more slain. Make us handsome burn with its lava. Famous acid which eats away your fail. Without fires I drive you mad but never measure. Some of that children whispered an empty eye. We come across stuck in full blood. Some of you cry when you drift out of me. And paralyzed again, that's a little Cersei. Then make eternal bury upon a wall. Then take back to me, but feel my pain. Fading louder that will on the rain of those moments of life together, God. To the mirror myself, I want to use my body. I want to eat your flesh and tear your heart apart, and feel the love order, and feel the love power.